bienvenue dans cette session d'information. Tout d'abord, le président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, a quitté Bamako ce matin pour Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail. Sur place, le professeur Dioncounda Traoré doit rencontrer son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, visiter les stations de traitement et de pompage d'eau de PK7. Il est prévu également une entrevue avec les représentants de la communauté malienne en Mauritanie. Plus de détails sur ce voyage du président de la République dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Sira Bachili. Voilà le président de la République qui s'est envolé ce matin pour Nouakchott. Le président de la République qui salue ici les corps constitués. C'était ce matin à l'aéroport Bamako-Sénou. Les échos de ce voyage présidentiel avec nos envoyés spéciaux. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, accompagné du chargé d'affaires à l'ambassade du Danemark et de l'ambassadeur de la Suède dans notre pays, était en visite hier dans la ferme Clédou et dans le village de Korokoro. Sur place, les visiteurs ont pu apprécier l'élevage d'oiseaux et la pépinière des femmes de Korokoro qui ambitionnent de réaliser 10 millions de pots de plants. L'objectif de toutes ces réalisations est d'enrichir nos forêts classées en faune et en flore. Le ministre Ousmane Agarisha et les diplomates ont promis d'accompagner ces initiateurs pour l'atteinte des objectifs visés. Tiemogo Sagara. La ferme Clédou a été la première étape de cette visite. Ici, le ministre Ousmane Aguirissa et les diplomates qui l'accompagnent ont apprécié les sous-produits des autruches avant de visiter les parcs qui abritent à ce jour 2500 autruches, l'enclos des 25 000 tortues, les nandous et les kangourous nouvellement arrivés dans cette ferme de 300 hectares. Les visiteurs du jour ont également échangé avec les élèves vétérinaires venus ici pour parfaire leur formation pratique. C'est très important de venir sur le terrain, de rencontrer les villageois, de voir qu'avec un peu de soutien, avec des associations, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on a vu ce matin dans la ferme de Clédou et aussi ici dans le village de Korokoro. La deuxième étape de la visite a concerné la pépinière des femmes de Korokoro. D'une superficie de 4 hectares et demi, cette pépinière est exploitée par les femmes du village dans le cadre de l'exécution d'un projet initié par l'association des compagnons de la nature, la faune et la flore. Il s'agit de produire 10 millions de plantes au cours de la première phase du projet et 15 millions pendant la deuxième phase. L'objectif est de reverdir les forêts classées qui sont en voie de dégradation avancée. Au niveau du département, nous avons réfléchi avec l'ensemble de nos services techniques pour voir quelle option faire justement pour que ces forêts classées puissent être sauvées. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. L'État aujourd'hui, je ne dirais pas n'a pas les moyens, il a les moyens, mais il n'est pas outillé pour gérer une forêt. C'est le secteur privé qui a l'outil, mais qui n'a pas beaucoup de moyens. Le ministre et sa délégation ont promis d'accompagner M. Koulibaly afin que les forêts classées soient riches en faune et en flore. Sur un tout autre plan, dans la vieille ville de Tombouctou, près de 5000 manuscrits ont été pillés par les extrémistes salafistes. Le directeur de l'Institut Ahmed Baba s'est rendu sur place pour constater l'ampleur du dégât et envisager les mesures alternatives. Abdul Kadri Maïga a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir Tombouctou par rapport à la récupération des manuscrits. Envoyés spéciaux, Chérif Moulay et Adama Djimde. Ces manuscrits constituent la mémoire de la cité des 333 saints. Ils traitent des domaines les plus divers et variés tels que la littérature, les sciences, l'histoire, la sociologie ou encore la théologie. Près de 5000 ouvrages ont été brûlés par les salafistes. Le premier responsable du centre Ahmed Baba envisage une autre stratégie de récupération et de conservation de ces biens précieux qui appartiennent à toute l'humanité. Dans ce sens, il faut que toute la communauté vraiment s'intéresse, vraiment s'implique pour la sauvegarde de ce qui reste. Essayer maintenant d'avoir les manuscrits qu'on vient de perdre, si on peut avoir maintenant des copies avec d'autres pays. Il faut que la communauté internationale, surtout les instituts de recherche, nous aident beaucoup à vraiment réconcilier maintenant
notre trésor. Ces paquets pour la conservation des manuscrits seront envoyés à Bamako pour ramener ce qui a pu être sauvé. Le dispositif de numérisation a été saboté et emporté. Les occupants avaient emporté tout avec eux, surtout l'essentiel qui est le cerveau. Bon, il y avait les écrans qui étaient restés, mais quelques écrans, pas l'ensemble des écrans, parce qu'ils ont endommagé aussi certains écrans. Après le stockage des lieux, les chercheurs sont parmi les premiers perdants. Tous les chercheurs, les travailleurs de ces drapes, les catalogueurs, les numérisants sont déplacés à Bamako. Les manuscrits, une partie est là, donc une partie a été brûlée, une partie a été saccagée. Donc vraiment, ça crée des problèmes. L'histoire de Tombouctou est liée à celle des manuscrits. La construction du centre avait coûté près de 2 milliards de francs CFA à l'Afrique du Sud. Nous restons au nord à Gao. L'association Cri de Cœur vient de doter le lycée Yanamaïga d'un centre d'appui psychosocial et sanitaire, des médicaments et du matériel didactique. Le coût de ces dons s'élève à plus de 12 millions de francs CFA. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diara et Massa Doumbia. Cri de cœur au chevet des élèves du lycée Yanamaïga. Après le saccage de l'infirmerie de cet établissement scolaire par le Moujao, les censeurs et les élèves retrouvent le sourire. Le lycée vient de bénéficier d'un centre d'appui psychosocial et sanitaire, du matériel didactique et les médicaments. Cette donation est l'œuvre de l'association Cri de cœur. L'appui est venu d'un constat, suite à tous les événements traumatisants que les élèves ont vécu. Il a été constaté par le corps professoral que certains ils restent les yeux hagards, ils ne sont pas concentrés. Il y en a qui ont des cahiers toujours des pages vierges, ils ont décelé qu'il y a un problème. Et comment apporter une solution au problème? C'est de leur apporter un appui psychomédical. Et l'autre constat, avec tout ce que nous avons vécu, il y avait initialement un projet d'infirmerie. Avec les événements, il n'y a pas d'infirmerie. Donc c'était urgent pour un lycée de 1000 et quelques élèves. Sans infirmerie, pour nous, il y a lieu d'intervenir. Un devoir de génération a soutenu le président du Cri de Cœur. Tous ces efforts sont consentis pour la réussite des élèves. Que notre souci, c'était également la santé de ces élèves. Quand vous réunissez des enfants, il y a beaucoup de responsabilités. Et Cri de Cœur vient de nous enlever une épine de pied en nous aidant à faire fonctionner notre infirmerie qui a été saccagée par les islamistes. De leur côté, les femmes de Katadjoual ont en leur manière remis symboliquement un carton de thé, de sucre et de lait aux forces maliennes. Coupure d'électricité en cette période de chaleur, difficile de tenir. En 5e région, il y a environ une semaine, les populations de Mopti et Sévaré sont confrontées à une coupure d'électricité durant toute la journée. Pour s'enquérir de l'état réel de la situation et de ses conséquences sur certaines activités, une équipe de reportage de l'ORTM s'est rendue dans les deux villes auprès de certains abonnés. Moustapha Doumbia. Depuis près d'une semaine, la coupure d'électricité durant la journée est devenue un phénomène fréquent dans les villes de Mopti et Sévaré, ce qui, du coup, a ralenti plusieurs activités. Ainsi, bon nombre d'ateliers de soudure ou de couture, les banques et les microfinances, les stations d'essence et autres structures dont les travaux dépendent en grande partie de l'électricité utilisent comme moyen alternatif des groupes électrogènes. On fonctionne sur un groupe électrogène tous les jours. Donc c'est vraiment désolant, mais vraiment, on fonctionne ainsi. Imaginez, par jour, on consomme au moins 50 litres tous les jours. Ça va faire vraiment un coût énorme pour la banque. Vraiment, ça nous donne de la peine, on n'arrive même pas à faire des recettes, quoi. Le courant, c'est la vie. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vie. S'agissant des structures de santé, certains centres de santé ne sont pas à l'abri du délestage. Parmi ceux-ci, le centre médical Mali-Gavardo. Notre centre a été déclaré comme un site d'URENI, une unité de récupération nutritionnelle intensive. Mais des fois, nous recevons ces enfants avec beaucoup de complications. Ils viennent des fois dans un état affaibli et ils ont besoin d'être oxygénés. Et pour les oxygéner, il faut l'électricité. Et nous avons un groupe électrogène que nous mettons en marche, mais faire tourner aussi un groupe 24 heures sur 24, c'est pas facile. D'autres structures régionales, parmi lesquelles les bureaux des douanes de Mopti, la Société malienne de gestion de l'eau potable, sont aussi touchées par la coupure d'électricité. Quant aux radios privées, elles sont aussi obligées de marcher sur groupe électrogène ou de ne pas émettre durant la journée. Face à la situation,
nous avons approché la direction régionale de l'EDM SA de Mopti. Nous espérons que les clients vont nous comprendre parce que c'est l'état même du pays. Le délestage est plus chronique à Bamako et dans les autres régions que Mopti. Dans cette situation de délestage, le jour, il y a les endroits prioritaires qui sont sécurisés, tels que les forces de sécurité, les hôpitaux, les services de santé, l'administration publique. Et en cas de situation ponctuelle, nous sommes prêts à alimenter d'autres endroits. Signalons que malgré l'absence d'électricité durant la journée, certains services, dont la Société malienne de gestion de l'eau potable, ont choisi de travailler jusqu'à 23 heures pour servir leurs clients. Les étudiants tchadiens au Mali ont rendu visite à leurs compatriotes blessés sur le théâtre des opérations dans la DRA des Iforas. Les blessés, au nombre de 16, sont répartis dans les hôpitaux de Bamako, parmi eux un général, un colonel et 10 sous-officiers. Fademba Keïta. Ils sont au total 16 militaires tchadiens blessés au cours des opérations lancées contre les terroristes retranchés dans les adras des Iforas. Parmi eux figurent un général, un colonel, un lieutenant et des sous-officiers. 9 sont admis à l'hôpital polyclinique caritatif de Kati, 3 à l'hôpital de Kati, 1 au Gabriel Touré. Le général blessé et 3 autres sont à l'hôpital du Mali. L'initiative des étudiants vise à donner réconfort et assistance morale à leurs compatriotes blessés pour une cause commune. Nous sommes des Africains. L'Africain est toujours, si son prochain a quelque chose, il a l'affection et il a la chaleur d'assister à son prochain. C'est ça ce qui nous a animés aujourd'hui pour venir rendre visite à nos frères tchadiens. À l'hôpital de Kati, le personnel soignant rassure que la vie d'aucun blessé tchadien n'est en danger. Actuellement, ces patients sont hors danger, car depuis le jour de leur arrivée ici, ils sont pris en charge correctement. Nous avons des traumatologues ici, 2 professeurs, qui sont en train d'assurer leur prise en charge. Les patients se disent honorés de la visite et se réjouissent des conditions de traitement par les autorités maliennes. D'abord, ils tiennent à remercier le président de la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, pour son acte qu'il a posé, un acte salutaire. Pour la sécurité de l'Afrique, ils sont prêts à aller n'importe où. Du début des opérations à ce jour, le contingent tchadien sous le commandement du général Mohamed Idriss Déby Itno a perdu 26 hommes. Actuellement au Mali, on compte près de 300 étudiants tchadiens.